Bienvenue dans notre podcast L'Oracle c'est toi, un podcast qui te fait plonger dans l'univers des cartes. L'Oracle c'est toi, c'est le podcast pour celles et ceux qui ont envie d'apprendre en permanence et développer leurs compétences dans l'accompagnement et les tirages. Si tu as l'intuition que les cartes peuvent être un outil pertinent pour travailler sur toi et que ce travail peut être bénéfique au monde qui t'entoure, alors tu es au bon endroit. Nous te donnerons des pistes qui te permettront d'accéder à cette quête de toi-même, mais aussi d'embrasser cet univers mystique et magique qui t'entoure. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 de l'Oracle c'est toi, où donc dans cet épisode je vais vous parler du tarot Visconti, le tout premier tarot. Et on va commencer par le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a beaucoup joué au jeu, et c'était malheureusement perçu comme une offense à Dieu. Je vais vous développer dans ce podcast pourquoi, et on va commencer par se pencher sur 3 raisons principales. La première, c'est que le jeu pouvait mener à un risque de dépendance. Les théologiens médiévaux craignaient que les joueurs ne deviennent pour la plupart obsédés par les jeux. La deuxième raison, c'est effectivement les jeux sont en lien avec l'argent, en lien avec la cupidité. Et donc l'Église romaine catholique considérait que la recherche excessive de richesse pouvait être un péché et que le jeu pouvait être perçu comme un moyen de gagner de l'argent un peu trop facilement. C'était donc contraire à la doctrine chrétienne. La troisième raison, ce serait que la distraction de ces jeux, éloignait peut-être les fidèles des devoirs religieux et que les jeux donc étaient perçus comme une distraction à la prière, une distraction à la méditation et à toutes les autres activités religieuses essentielles. Et donc les fureurs et les craintes de l'Église à l'époque face aux jeux ou à la divination méritent donc qu'on s'y arrête dans l'épisode numéro 2. Je vais vous développer un petit peu plus pourquoi. Et donc remontons au niveau de l'Antiquité, on en parlait dans l'épisode numéro 1 sur les prémices des jeux de divination. Ça remonte vraiment à loin, toute cette histoire de jeu, ces échanges entre les personnes, ces moments d'amusement. Ce qui nous fait ensuite arriver au Moyen-Âge où là, en fait, les pères de l'Église considèrent vraiment avec perplexité tous ces temps de jeu, ces temps d'amusement. Et justement, ils mettent vraiment ça dans la case amusement et perte de temps. En vérité, ils vont voir donc ces temps d'amusement et de jeu comme une activité qui détournerait les hommes du travail et de la religion. Donc le jeu va devoir rester et garder une fonction subalterne. C'est un peu la dernière roue du carrosse, c'est pas intéressant pour l'époque. Et donc la législation romaine regardait les jeux de hasard comme un délit et cela va perdurer plus tard dans la société chrétienne. Et vous pouvez noter du coup que le diable, cette figure représentative, fut souvent cité comme inventeur des jeux. Et donc ça me permet d'enchaîner sur la suite parce que donc effectivement les prédicateurs étaient très négatifs face à ces temps de jeu, mais ils n'avaient pas tout à fait tort. Je vais vous développer ça pour m'expliquer un petit peu plus, car certains à l'époque s'en servaient pour escroquer les autres. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, elle est un petit peu anecdotique, on va dire. Un certain monsieur Châtonnier, qui devait passer de Marseille jusqu'à l'Espagne pour affaires, s'était fait duper par un capitaine de bateau. En fait, ce capitaine lui avait promis de le faire passer gratuitement. Et puis, effectivement, il se serait fait filouter parce que un matin 8, donc le matin 8 de ce mois, il aurait joué à un jeu appelé La Triomphe de France. Et il aurait été arnaqué en fait de 192 livres et il les aurait ensuite partagés avec ses complices au cabaret du Faubourg. Et cet exemple que je viens de vous citer me permet de faire la transition sur finalement la ville de Marseille, car cette anecdote a été trouvée dans un article appelé « La fureur du jeu, jeu de cartes au XVIIIe siècle à Marseille ». Et donc continuons ensuite avec la noblesse de l'époque. La noblesse utilisait beaucoup les jeux de cartes et gaspillait des sommes colossales à des fins de transmission de connaissances. À l'époque, c'était plutôt un support, donc les cartes pour transmettre des valeurs, transmettre de la connaissance, pas délibérément une fonction de jeu au départ. Comme quoi la politique répressive développée pendant tout le Moyen-Âge sur les jeux n'aura donc servi à rien.
Et donc devant cette vague où la noblesse utilisait beaucoup les jeux de cartes, et de plus en plus de monde se mettait à jouer, les discours des autorités vont quand même commencer à s'assouplir. Pour les condamnations, elles vont différencier donc les jeux de hasard aux jeux ordonnés. Ils vont vraiment classifier les réprimes et les condamnations sur 2 classes de jeux différentes, les jeux de hasard et les jeux ordonnés. Et donc, ils vont appliquer des distinctions entre les bons et les mauvais jeux. Donc certains jeux, dont l'aspiration sera le désordre plutôt que l'ordre, eh bien, vont être beaucoup plus réprimés et les gens vont se faire punir s'ils jouent à ce style de jeu. Par exemple, parlons d'un jeu qui représente l'ordre, ce serait le jeu d'échecs. C'est un jeu qui marque l'ordre et il marquerait la supériorité du roi. À l'époque, c'était un jeu qui était très très bien vu. Et donc le roi, effectivement, c'est la pièce la plus importante du jeu, et les autres pièces ne sont rien sans lui, et quand le roi est pris, eh bien, le jeu s'arrête. Beaucoup de symbolique, justement, par rapport à l'ordre. Et cela me permet de faire la transition sur les jeux de cartes, où, justement, dans les jeux de cartes, apparaissent également des séries hiérarchiques en partant du roi jusqu'à ses sujets. Et cela, donc, va bouleverser l'histoire des jeux de cartes jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on connaît aujourd'hui encore nos jeux de cartes avec le roi, la reine, le valet, etc. etc. Donc ça nous suit jusqu'en 2023, cette notion de hiérarchie. Et parlons maintenant des tout premiers tarots. Je vais vous replonger un petit peu dans l'histoire de l'Italie. Le 16 septembre 1440, Giusto Giusti, notaire des Médicis, a écrit dans son journal, je le cite, « Vendredi 16 septembre, j'ai donné au magnifique seigneur, monsieur Gismondo, un jeu de naïbi à triomphe que j'ai fait sur commande à Florence avec ses armoiries superbes, ce qui m'a coûté 4 ducats et demi. » Eh bien, cette citation de Giusto Giusti, notaire des Médicis, est la plus ancienne connue à ce jour en citant un jeu de tarot. Donc à l'époque, on l'appelait le naïbi à triomphe. Et pour la petite histoire, Florence était le lieu de production et les documents mentionnent aussi Ferrare et Milan. Le tarot apparaît donc dans le nord de l'Italie, vraisemblablement dans une de ces 3 villes autour de 1442. Et c'est donc à cette époque que de la famille Visconti proviennent les plus anciens jeux de tarot connus et conservés de nos jours. Des cartes qui sont encore conservées aujourd'hui, et donc elles sont vraiment beaucoup mieux conservées que d'autres cartes qui étaient imprimées, car les cartes du tarot Visconti étaient de très grande qualité. En fait, elles étaient peintes à la main avec des pigments précieux, et donc elles étaient sur fond d'or. Vous pouvez donc noter que le tarot de Visconti est donc le plus ancien tarot du monde. On pourrait même en citer 3, je vais vous les développer un petit peu ici. Le tout premier, le tarot Visconti di Modrone, le deuxième, le tarot donc Visconti Brambilla, et le troisième, le plus connu, le tarot Visconti Sforza. Je vais vous les développer donc rapidement. Le tarot Visconti di Modrone, c'est le plus ancien tarot connu et conservé. La carte des amoureux porte les armoiries des Visconti et des ducs de Savoie, et ce tarot comptait au moins 89 cartes. Le deuxième, le tarot donc Brambilla, peint aussi par le duc Filippo Maria de Visconti, est un jeu de 48 cartes. Et le troisième tarot, le plus connu, donc le tarot Visconti Sforza, a été peint par le peintre donc Sforza. C'est celui qui a été le mieux conservé. Et il est le plus complet car c'est le tarot qui aujourd'hui est le plus souvent aussi réimprimé et reconstitué en carton que l'on peut trouver dans le commerce aujourd'hui sous le nom de tarot Visconti. Vous l'avez peut-être certainement chez vous. Et donc dans ces 3 tarots, les 3 vertus chrétiennes sont souvent représentées. Justice, force, tempérance. Mais aussi de nouvelles vertus font leur apparition, comme la vertu de la foi, l'espérance et la charité, dans le tarot donc Visconti di Modrone notamment. Donc pour conclure cet épisode numéro 2, je voulais m'arrêter un petit peu sur la singularité de ce jeu. C'est un jeu donc avec des cartes sans nom et des cartes qui ne possèdent pas de numéros. C'est important de le noter car ce jeu est la racine de tout ce que l'on connaît. Et c'est important car beaucoup s'accrochent quand même à la numérotation aujourd'hui, comme si elle était apparue en même temps que le tarot. Or, elle n'est apparue que plusieurs années après.
Voilà, j'espère que cet épisode numéro 2 sur le tarot Visconti vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et je vous dis à tout bientôt avec beaucoup d'amour, Lucie. Un grand merci pour l'écoute de cet épisode. J'espère que tu as aimé ce podcast. Abonne-toi si tu souhaites continuer à développer tes compétences dans l'accompagnement et les tirages. Laisse-nous un avis 5 étoiles ou un pouce en fonction de la plateforme où tu écoutes ce podcast. Cela nous fera vraiment plaisir. Et partage-nous si tu le souhaites ton avis en commentaire. Si tu as envie d'aller plus loin et découvrir le jeu que nous avons créé, tape dans Google Oracle de Marseille. Et si tu souhaites te former davantage, tape Trésor des cartes où tu trouveras toutes nos ressources gratuites dédiées à l'univers du tarot et des oracles. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas, on apprend ensemble.